Vous êtes l'auteur de plus d'une dizaine de titres aux éditions Actes Sud. Pour moi, le livre il est composé de deux grandes parties avec un point de bascule au milieu qui est justement le début du tremblement de terre et cette phrase qui vient ponctuer ce point de bascule, tout pouvait reprendre. D'abord pour le groupe d'amis de la maison Fessou, donc Lucine et Sol, puis pour la ville tout entière. Moi je trouve que c'est un très très beau passage et ce grâce à la fraternité, à la communauté en fait des gens qui arrivent à se réunir dans le malheur et ce au-delà même de la bienséance ou encore de la morale. Par exemple le personnage de Lucine est intéressant puisque elle pense à elle finalement dans une sorte d'égoïsme en quittant le petit village de Jacmel, quitte à laisser sa sœur et les deux orphelins de sa sœur Antonine. La maison Fessou où se passe une grande partie de l'intrigue. C'est une ancienne maison close, mais c'est aussi un lieu de grande fraternité. Et je trouve que vos personnages, par cette nuance, en deviennent beaucoup plus humains. Et je voulais savoir si justement c'est quelque chose qui comptait pour vous dans la construction des personnages, ce côté toujours ambivalent. Les choses ne sont jamais noires ou blanches. Et je vais vous prendre comme... Ah, mais je suis ravi. Je ne peux être que d'accord. Ça me change de certaines critiques qui disent « Oh là là, c'est plein de bons sentiments ». Ce qui me surprend toujours parce que moi j'ai plutôt l'impression d'aller chercher de ce côté-là. Alors que par ailleurs, chacun a le droit de trouver ce qu'il veut. Mais c'est vrai que j'aime bien aller chercher des personnages qui sont dans une forme d'ambivalence. Pour une raison simple, c'est que je pense très sincèrement qu'on est tous traversés par la totalité de la gamme des sentiments. Je veux dire, on sait ce que c'est que la fraternité, l'amour, la passion. On sait aussi ce que c'est que la honte, le dégoût, la haine, la jalousie, le désir de violence. Ces choses-là sont en chacun d'entre nous. Alors, comme on vit en société et comme on nous a appris à nous maîtriser, et heureusement, on essaye de garder le contrôle sur ces choses-là, mais probablement que le plaisir de la lecture est aussi de plonger dans un endroit et dans un espace où on a le droit peut-être d'explorer ces sentiments de manière plus extrême et plus tranchée. Parce que tout d'un coup ça résonne avec des expériences intimes qu'on a pu faire aussi. Et donc j'aime bien quand mes personnages sont traversés par la totalité de la gamme des sentiments. Je ne crois pas que ce soit une faute, je crois que c'est juste la patte humaine qui est faite de tout ça. Et donc par exemple Lucine, effectivement, est-ce qu'elle est égoïste ou est-ce qu'elle a raison? Moi je ne tranche pas, je n'ai pas à trancher. Ça me semblait important de faire entendre les deux. C'est-à-dire qu'effectivement elle fait le choix de revenir à Port-au-Prince, de tenter de retrouver le contact avec la vie qu'elle a quittée. Elle a certainement raison de le faire et en même temps je ne voulais pas taire que faisant ça elle fait peser sur sa sœur un poids considérable et que donc effectivement il y a une forme forcément d'égoïsme. Il y a une autre raison qui est peut-être plus propre à Haïti et Port-au-Prince. C'est un pays dans lequel on ne peut pas voir à quel point la nécessité pèse sur la vie de 98% de la population. C'est-à-dire pour l'immense majorité des Port-au-Princiens, la vie est quasiment essentiellement consacrée à juste s'en sortir. On se lève le matin dans les quartiers pauvres, il faut aller chercher de l'eau, il n'y a pas d'eau courante. Aller chercher de l'eau à la citerne avec les bidons sur la tête. Quand on est... Port-au-Prince est une ville extrêmement verticale, il y a des quartiers qui sont vraiment très en pente. Il fait chaud, il faut monter, on met déjà 3 quarts d'heure pour monter là-haut, le temps d'attendre à la citerne parce qu'on n'est pas seul, il y a tout le quartier qui est venu en même temps, redescendre, enfin vous avez déjà passé au moins 2 heures, ou un membre de la famille a déjà passé 2 heures juste à aller chercher de l'eau. Ensuite il faut faire tout le reste, il faut s'occuper des enfants, il faut aller trouver 3 francs 6 sous pour nourrir tout le monde. Le poids j'appelle ça la nécessité, mais le poids de la difficulté des jours pèse quand même très fort, et pèse très fort sur quasiment toute la population, c'est-à-dire que même ceux qui ont un métier comme professeur ou ingénieur, ou des métiers qui chez nous seraient des métiers d'une classe sociale un peu élevée, comme en Haïti il n'y a plus de classe moyenne,
même ceux qui sont toubibs, ils vivent dans des conditions qui, chez nous, seraient considérées comme du quart-monde. C'est-à-dire qu'ils ont beau avoir un métier qui les avantage par rapport à d'autres, pour autant ils vivent dans ce que nous on appelle un bidonville. Certains parce que le tremblement de terre a détruit leur maison, et d'autres parce que c'est simplement comme ça à Port-au-Prince. C'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, donc ce poids de la nécessité, j'avais envie de le raconter, j'avais envie qu'il soit très présent dans le livre, et pour s'en extraire, il faut beaucoup de force. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout ce qu'on devait faire naturellement, alors on a le temps un petit peu peut-être d'aller boire un verre tout simplement avec un ami, ou de poursuivre son histoire d'amour, ou de discuter un peu politique, ou etc. etc. Et moi j'avais envie que mes personnages racontent ça aussi. C'est-à-dire qu'être heureux à Port-au-Prince, c'est compliqué parce que c'est tout simplement mis à la fin de la journée, quoi, quand on a fait tout le reste. Et ça, c'est important de le faire sentir parce que c'est la réalité de la vie de beaucoup d'entre eux. Et à un moment donné, effectivement, décider d'être heureux, c'est forcément aussi un peu s'extraire de ça et donc être un peu égoïste. Égoïste est un vilain mot parce que ça c'est négatif, mais c'est-à-dire à un moment donné, décider que on va penser à soi 1 heure ou 2 heures. À Port-au-Prince, c'est pas facile parce que tout est très collectif, les familles sont nombreuses, donc penser à soi, c'est forcément au détriment des gamins, des frères et sœurs, tout le monde est dans la même nécessité, donc voilà, je trouve que ça crée des tensions qui sont poignantes, et qui sont forcément douloureuses, et les gens là-bas sont comme ici, sont comme à New York, sont comme à Tokyo, sont comme à Bamako, ils ont simplement envie d'être heureux, sauf que c'est pas facile, quoi, c'est parce que il faut d'abord s'arc-bouter contre tout le reste pour créer tout simplement un petit peu d'espace. Et moi, c'est une des choses qui m'a le plus empli d'admiration, c'est que c'est déjà pas facile d'être heureux individuellement, mais il y a à Port-au-Prince des gens qui, en plus de tout ça, trouvent le temps de se battre pour une idée de ce que doit être la société haïtienne, donc de se battre pour le collectif, de faire un peu de politique, d'essayer de se battre pour qu'il y ait un espace public, des services publics. Ces choses-là, dans une ville comme Port-au-Prince, c'est juste admirable d'y consacrer de l'énergie, parce que c'est Sisyphe, quoi. Donc j'avais aussi envie qu'il soit quand même pas mal question de politique dans le livre, pas au sens militant ou précis sur les partis politiques actuels de la vie haïtienne, mais sur cette chose-là, la beauté du geste citoyen qui continue à s'intéresser au collectif, au groupe, au destin d'une ville. Et les Haïtiens sont très patriotes, donc cette idée est importante et elle est très belle. Et puis, je vous avoue, je finis avec ça, que je suis toujours revenu de Port-au-Prince, non pas accablé, malgré la difficulté des voyages, mais justement chargé de cette énergie, et notamment sur le politique. On est dans une telle fatigue de ce côté-là du monde ici, vis-à-vis du politique, d'une telle usure vis-à-vis de ces belles notions, que de voir des gens s'en emparer avec, d'abord avec énergie, mais avec aussi toute la difficulté de se battre pour, bah, ça fait du bien aussi. Moi je suis rentré en me disant, bon ben voilà, service public c'est quelque chose. Une société sans classe moyenne, c'est l'enfer. La classe moyenne, on le voit à Port-au-Prince parce qu'elle n'existe pas. La classe moyenne, c'est la classe qui permet l'ascension sociale, qui fait tampon entre les très très riches et les très très pauvres. À Port-au-Prince, ça n'existe pas et donc tout est révoltant. Tout est révoltant parce que c'est comme en Amérique du Sud, vous pouvez avoir un building absolument magnifique qui vient d'être construit et au pied de ce building, un bidonville. Il y a une espèce de proximité entre l'argent et la misère qui est absolument insupportable. Donc tout ça fait aussi forcément écho à ce qu'on a nous et ce qu'on a un peu déserté par usure. Une dernière petite question. Ils reprennent le dessus, vous l'avez dit, lorsque la terre s'ouvre, les morts ont tendance à ressurgir comme une espèce de retour en arrière un peu symbolique dans le deuil et dans la souffrance. Vous l'avez dit, il faut danser les ombres, c'est-à-dire semer ces morts dans les rues de Port-au-Prince pour pas qu'ils ne reviennent. Et il faut les chasser donc physiquement mais aussi verbalement, puisque finalement il n'y a plus de place pour enterrer ces morts-là.
les bords du tremblement de terre. Et donc, il faut s'en souvenir, traiter cette disparition par la parole. Un de vos personnages dit « Puisqu'il n'y a plus de place dans nos cimetières, nous les enterrons de nos paroles. Chacun de nos mots sera une poignée de terre sur leur sépulture, et alors seulement, le monde des vivants et le monde des morts seront séparés à nouveau. » Ma question est la suivante. Est-ce que, justement, pour vous, vous considérez l'écriture comme un moyen, justement, de faire le point sur l'histoire avec un grand H, pour essayer de s'en souvenir, de la comprendre et d'avancer, d'avancer toujours vers l'avenir. Je vais être long là, vaste thème. D'abord, sur les morts, juste une petite chose sur les morts à Port-au-Prince. Ce qui est absolument... Moi, je ne connaissais pas Port-au-Prince avant le séisme. Mon premier voyage date de 3 ans après le séisme. J'y étais le jour commémoratif du séisme, en janvier, 3 ans plus tard. Mais encore 3 ans plus tard, c'est quand même assez impressionnant de voir que cette ville est un cimetière, en fait, concrètement. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui sont morts ce jour-là, et tellement de ce qu'on appelle après dans les articles de journaux des disparus. Les disparus, ça veut dire qu'ils sont là, simplement on n'a pas retrouvé le corps. Donc les Port-au-Prinциens savent bien sûr que sous leurs pieds, il y a des corps qu'on ne retrouvera jamais. C'est une ville cimetière, c'est une ville qui sent et qui sait la présence des morts juste là en dessous. Et une autre chose qui est forcément extrêmement douloureux, ceux d'entre vous, et c'est quelque chose avec lequel on a tous rendez-vous, ceux d'entre vous qui ont perdu quelqu'un, quand on est dans le deuil de quelqu'un qu'on a profondément aimé, on sait à quel point la période qui sépare le décès de cette personne et le moment où vraiment l'enterrement a lieu est une période douloureuse. Tant qu'on n'a pas enterré le mort, il y a quelque chose en suspens, il y a quelque chose de... Et c'est vrai que souvent la cérémonie au cimetière de mise en terre est une cérémonie extrêmement douloureuse, mais qui en même temps apaise un peu. Alors imaginez ce que c'est que d'avoir un père, un frère, un enfant qu'on a mis dans une fosse commune parce qu'il n'y avait plus de place dans les cimetières de Port-au-Prince. C'est-à-dire et qu'on a mis vite dans une fosse commune sans laisser le temps d'une cérémonie quelle qu'elle soit, par peur des maladies, d'une épidémie. C'est-à-dire que, évidemment, les Port-au-Prinçiens ont été traumatisés profondément et durablement par ce deuil immense qui a frappé la ville, mais il y a aussi un autre traumatisme qui est cette espèce de... On leur a volé, enfin, c'est la faute de personne, mais l'ampleur du séisme leur a aussi volé le temps nécessaire au deuil. Ça a été fait vite, ça a été fait mal, forcément. Je n'accuse personne, hein, mais c'est comme ça. Et donc ils ont aussi cette douleur-là. Je ne peux pas imaginer ce que c'est que d'avoir un proche dans une fosse commune. C'est horrible. C'est horrible. De penser qu'il n'a même pas son endroit, qu'il n'y a même pas un lieu où on puisse... Donc c'est des choses auxquelles je pensais en écrivant. Et donc c'est vrai que je me suis dit, quand on est dans cette situation, probablement que... Qu'est-ce qui reste pour rendre hommage à ceux qu'on n'a plus? Il reste les mots, il reste les prières pour ceux qui croient. Mes personnages à moi ne croient pas. Donc oui, ça doit passer par le langage, peut-être le chant, peut-être dire sa douleur. Je crois que les mots dans ces cas-là sont certainement le tout dernier refuge qui existe. La question de la mémoire par rapport à la littérature, moi j'y crois beaucoup. Au-delà de mon cas personnel, je pense qu'il y a toute une partie du geste d'écrire qui est fait pour ça. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je pense que beaucoup d'écrivains écrivent pour effectivement, dans un espèce de fantasme, c'est un fantasme, hein, de rétablir la mémoire sur des épisodes historiques oubliés ou des vies trop vite englouties dont personne ne se souviendra et qu'on veut, grâce à l'écriture, essayer de sortir un peu comme ça du néant, de remettre un peu de lumière sur ses destins, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de livres, au fond, qui pourraient se ranger dans cette catégorie-là. Et quelle que soit la forme, hein, ça peut être un poème, ça peut être un roman. Je prends un exemple que j'aime beaucoup dans la poésie de Du Bellay.
il y a un vers dans un poème de Du Bellay où il se plaint de son exil, comme il aime à le faire dans des vers magnifiques. Et il écrit à un moment donné ne suis-je pas, Morel, le plus chétif des hommes? Et je crois que c'est ça. Et moi, j'étais lycéen à l'époque, je m'étais dit, mais pourquoi est-ce qu'il met Morel? Alors il y a une petite note en bas de page qui dit que Morel était un de ses amis. Et voilà. Je m'étais dit, il cherchait un mot en deux pieds, il aurait dû mettre hélas, c'est plus beau, hein, c'est plus universel, ne suis-je pas hélas le plus chétif des hommes, ça fait quelque chose de plus atemporel. Morel, c'est un peu comme un grumeau là dans le verbe, c'est qui mais au fond je pense que c'est exactement la même chose et je pense que c'est ça qui est magnifique, c'est qu'à un moment donné Du Bellay il a eu envie de citer le nom de son ami. Et du coup, ce Morel-là, il est monté dans la barque de l'immortalité d'une certaine manière, puisque je vous en parle aujourd'hui. Je crois que voilà, l'écriture est souvent de ce côté-là. Essayer de saisir les hommes que le néant avale et de les sauver. Alors c'est pour ça que je dis que c'est un fantasme, évidemment. Ça serait une écriture qui sauverait de l'oubli, qui serait effectivement le lieu de la mémoire, mais ça participe certainement beaucoup au désir d'écrire. Dans un tout autre registre, je pense que quand Malraux écrit Les Conquérants, c'est pour qu'on se souvienne des insurgés de Shanghai, et que cette chose, voyez, l'idée qu'il faut se souvenir, ou qu'en tout cas l'écrivain, en écrivant ce livre, va faire acte de mémoire, en espérant que derrière il y ait des lecteurs qui s'en emparent et qui donc garde ça dans un coin de la tête. Oui, je crois que c'est très lié, en tout cas dans mon cas, c'est très lié au désir d'écrire. Et Port-au-Prince, pour ça, est un exemple parfait, c'est-à-dire que il y a Danser les ombres, mais j'ai écrit aussi d'autres textes qui viendront plus tard, qui ne sont pas forcément des romans, qui peuvent être des poèmes, qui peuvent être une nouvelle. Et lors du premier voyage, j'ai été, grâce à l'ami photoreporter dont je vous parlais, dans des endroits où je ne serais jamais allé si j'avais été tout seul, parce que moi c'est pas mon métier, je ne sais pas faire, donc il m'a emmené dans les bidonvilles et dans les camps de réfugiés. Il y avait encore en 2013 des camps de réfugiés du séisme, en plein centre-ville. Ces vies-là, ces gens-là qu'on a croisés, avec qui on a parlé, c'est des vies, c'est terrible quoi, c'est des vies que l'histoire vient de balayer. Et pourtant c'était des gens comme vous et moi. Et on a assisté en 2013 à quelque chose d'encore pire, c'est que tout d'un coup, Port-au-Prince qui veut faire peau neuve et qui a décidé que voilà, il ne fallait pas que cette image du séisme chasse les entrepreneurs et que les choses devaient recommencer, ce qui après tout est assez juste, hein, il faut aussi que Port-au-Prince se relève, sauf que c'est fait de manière brutale et que en janvier 2013, quand on y était, le jour anniversaire du séisme, avec mon ami journaliste, donc on a assisté à ce qu'ils appellent là-bas un déquerpissement du camp, c'est-à-dire que les autorités ont rasé de manière violente et brutale le camp de réfugiés sans que la question de reloger les gens se pose une seule seconde. Donc voilà, on discute ensuite et on est face à des gens qui, depuis 3 ans, vivent sous une tôle ondulée parce que leur maison s'est effondrée et qui, du jour au lendemain, sont chassés de cette petite baraque en bois sans savoir où ils vont dormir. Et ils ont dormi d'ailleurs à la Belle Étoile cette nuit-là. Ça, c'est des vies que l'histoire, sur laquelle l'histoire s'acharne. C'est des vies broyées successivement par 2 coups absolument brutaux et insupportables. C'est vrai que moi, ça me donne tout de suite envie d'écrire. Alors, c'est certainement un peu le fantasme de sauver quelque chose avec l'écriture, mais c'est vrai que je sens à quel point mon désir d'écrire se nourrit de cette émotion-là, de cette colère-là. Les réfugiés de la place Sainte-Anne, moi, je les ai gardés là, et c'est vrai que j'ai tout de suite écrit derrière, parce que ça touche exactement la corde qui est celle de l'écriture. Merci. Spontanément, après avoir entendu votre voix, je me dis, j'ai envie de vous dire, je vous lis hein, quand même, mais j'ai envie de vous demander si, vu la relation que vous entretenez, que votre conscience entretient avec la thématique des grandes tragédies humaines, si il en est une qui est insondable et qui
un jour a suscité votre intérêt ou le suscitera de ce type-là, enfin l'intérêt de l'écrivain, qui est le thème de la Shoah. J'aimerais lire des choses de vous sur C'est une commande. Alors c'est drôle que vous disiez, enfin c'est pas drôle, mais si je vais vous répondre. Le tout premier texte que j'ai publié, et c'était en 96, donc j'avais 24 ans. En fait ça a commencé comme ça, j'ai envoyé un texte par la poste à une revue de théâtre qui n'existe plus mais qui s'appelait à l'époque Du Théâtre La Revue, et qui était publiée par Actes Sud. Et à la fin de cette revue, qui était une revue de théorie sur le théâtre, à la fin il y avait toujours un petit espace pour un texte de fiction, mais qui devait faire 2-3 pages, pas plus. Et moi j'avais une petite nouvelle que j'ai envoyée, elle a été prise, acceptée, et donc le tout premier texte publié de moi a été dans cette nouvelle-là. Il a été repris ensuite dans les temps modernes, parce que Lanzmann l'avait lu et l'avait trouvé très bien. Et c'est une nouvelle sur les camps qui s'appelle Une fille et 3 garçons. Voilà. C'est le seul texte écrit là-dessus, mais c'est vrai que ça a commencé d'une certaine manière comme ça. Il va être difficile à trouver. Je ne me souviens plus du numéro des temps modernes. Je pense que le plus simple est de chercher par les temps modernes, parce que la revue du théâtre, je crois qu'elle est vraiment plus disponible pour les libraires, c'est compliqué. Les temps modernes, c'est quand même une institution, et donc voilà. Du coup, dans les temps modernes, ils en avaient publié 3, donc j'avais trouvé un autre titre, je ne me souviens plus, mais enfin, je pense que ça peut se retrouver. Je vous aiderai s'il le faut. Est-ce que vous assumez le terme de lyrique, ce livre, qui pour moi, oui, est très lyrique, envolé. Alors oui, j'assume le terme de lyrique, je l'aime même. Mais si vous voulez, j'essaye de définir comment je l'aime. Je ne suis pas du tout contre l'émotion et la recherche de mettre un peu en émotion le lecteur. Après, c'est une question de dosage pour... on sait aussi que à l'extrême, ça peut être putassier ou d'aller chercher vraiment trop les larmes. Je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais moi c'est vrai que j'ai envie d'être ému par ce que je lis. Et donc j'essaye de faire en sorte que ce soit le cas dans mes romans. Ça, c'est la définition la plus courante de lyrique. Mais j'assume aussi ce mot de lyrisme pour une autre raison. J'ai commencé par le théâtre. Au début, je n'écrivais que des pièces. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que, vous l'avez dit, je fais pièces, romans, nouvelles. Il y a beaucoup de mes pièces de théâtre qui sont des monologues écrits en vers libre, comme le fameux Tigre bleu de l'Euphrate. Je pense qu'on n'est pas loin de la poésie. Enfin, moi, je travaille ça comme un poème, même si je sais que c'est pour la scène, mais dans l'écriture, oui, c'est de la poésie. Donc, on a roman, poésie, théâtre, d'une certaine manière. Or, si on change ces mots-là et qu'on va prendre, non pas des synonymes, mais dans l'Antiquité, on ne disait pas roman, poésie, on disait le lyrique, l'épique et le dramatique. Moi, j'aimerais, de plus en plus les années passent, et plus je me dis que mon endroit, c'est celui où ces 3 choses se mélangent. Il y a souvent dans mes romans un moment donné où un personnage prend la parole de manière très longue. J'aime bien ces monologues-là, qui sont peut-être un peu théâtraux, mais je l'assume. Inversement, dans mes pièces de théâtre, il y a beaucoup de récits. Donc finalement, le mélange entre l'épopée, pour dire le roman, le théâtre, on pourrait dire le dramatique, et la poésie, le lyrique, moi ça me va bien. C'est un point de mariage, et finalement faire un objet bâtard qui brasse un peu tout ça, ça m'intéresse. Une autre question peut-être? Oui. J'ai lu votre roman, et ce qui m'a le plus étonné, mais je pense que ça correspond à la culture, donc vous évoquez effectivement les racines aussi, c'est le rapport entre les vivants et les morts. Et c'est très très angoissant. Angoissant? Ah, oui. C'est mort, donc vous n'arrivez pas à se débarrasser, c'est très très angoissant. Parce que physiquement, ils sont presque repérables.
Alors qu'ici, enfin, dans notre culture, les morts ne sont pas aussi tangibles. Oui. Là, il y a même des conversations entre les vivants et les morts. Ça, on peut rarement imaginer en culture. Oui, oui. En même temps, la question du rapport aux morts, elle est... C'est vrai que moi je ne suis pas un initié du culte vaudou, donc je ne sais pas ce que c'est que de penser que tout d'un coup on peut être possédé par un mort, que les morts vont pouvoir vous dicter. Ça doit être effectivement assez angoissant. Je ne suis pas sûr qu'ils le vivent comme ça, parce que on parle beaucoup de vaudou, et juste une chose sur le vaudou, pour écarter un peu le côté, vous savez, le sang du poulet, la transe et la nuit agitée, ça existe, ça fait partie des différentes étapes des cérémonies. Mais au fond du fond, et ce qui est passionnant avec ce culte-là, c'est que le vaudou dit profondément, ce qu'il dit le plus en fond, c'est la recherche d'un lien et d'une mémoire avec l'Afrique. C'est cette chose-là, le cœur du vaudou. C'est-à-dire que le peuple haïtien est un peuple qui vient du continent africain et qui en est définitivement coupé. 99% des Haïtiens ne prendront jamais l'avion pour aller en Afrique. Donc c'est un lieu lointain du passé et du coup fantasmé, imaginaire. En même temps, quand on va à Port-au-Prince, moi, il y a plein de moments dans mon séjour où, dans un marché de Port-au-Prince, j'ai eu l'impression d'être à Bamako, que je connais aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que Port-au-Prince, et c'est ce qui en fait un pays fascinant, Haïti, hein, c'est que c'est à la fois un peu l'Afrique, beaucoup la Caraïbe, c'est-à-dire aussi il y a cette influence quand même de la zone espagnole, il y a les États-Unis pas loin, c'est un mélange. Mais quand même, le vaudou ne se résume pas, encore une fois, à des plumes de poulet, ça dit cette chose qui est très belle, qui est le rapport coupé avec l'Afrique, mais dont on veut essayer de se rappeler, et le culte vaudou est là pour retourner dans le pays imaginaire de l'Afrique. Donc ça dit aussi la mémoire de l'esclavage, la mémoire de l'exil et du déracinement. C'est-à-dire que le culte vaudou dit à quel point, encore aujourd'hui, si on est vaudouisant, on se vit comme un exilé, comme un déraciné, comme quelqu'un qui a été volé à l'Afrique. Et ça rend la chose passionnante. Je m'éloigne des morts. Pour les morts, il y a aussi une chose qui est très belle là-bas, c'est que vous dites c'est angoissant. C'est angoissant parce que justement, de faire cette séparation, et les morts se plaignent. Oui, bien sûr, mais en même temps... se séparer justement de ce qu'ils ont connu, et des êtres qu'ils ont aimés. En même temps, contrairement à ici, le grand cimetière de Port-au-Prince, par exemple, est un lieu de vie. Il y a beaucoup de monde dans le cimetière, tout le temps, à toute heure de la journée. Il y a des gens qui ne sont manifestement pas là pour venir voir une tombe, qui discutent. Moi j'ai vu des gens s'engueuler au cimetière, on n'imagine pas ça en France. Ils viennent manger, il y a des gens qui viennent dormir au cimetière parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit, entre les tombes quand il fait un peu frais. C'est un lieu de vie, beaucoup plus que chez nous, et ça rend le lien avec les morts presque un peu plus joyeux que le nôtre. Moi je suis toujours effaré que nos cimetières à nous aient des horaires d'ouverture et de fermeture. Vous savez, comme si allez, à 18h on arrête, on ne veut plus les voir, on a peur qu'ils sortent, je sais pas. Et puis surtout, ça nous empêche, moi je sais pas, il y a des fois où à 21h j'aurais bien envie d'aller sur la tombe de quelqu'un que j'ai aimé. À toute heure de la journée, on peut être pris de ça. À Port-au-Prince, on peut le faire, ici on peut pas. Donc, mais je comprends ce que vous dites, hein, cette présence harcelante des morts, elle existe. Et dans mon roman, elle est posée. C'est pour ça que je fais dire à un personnage, à un moment donné, il faut reséparer les deux mondes, parce que sinon on ne peut pas vivre avec... Choisir voilà. du côté des vivants, du côté des morts. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, étrangement, Danser les ombres dit le contraire de La porte des enfers, où je disais exactement l'inverse, qu'au fond, la nécessité de les porter en nous, donc de conserver ce lien, alors que dans Danser les ombres, c'est plus l'idée qu'il faut les semer. Mais je pense que les deux sont vrais, je pense qu'on a besoin des deux. Ça fait partie des paradoxes de cette question-là.